Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Tiens, comme par hasard, Philippe David est content d'être là. Ah bah, très heureux d'être en votre compagnie, comme tous les jours, de 17h à 19h et même 20h ce soir. Ça va très bien. Écoutez, très bien, on est très en forme. Vous êtes rayonnante aujourd'hui. Ah bon? Ah oui. Parce que d'habitude... Non, mais elle l'est encore plus que d'habitude. Non, mais aujourd'hui. Ah, voilà. J'ai dit qu'elle l'était encore plus que d'habitude. En fait, il faudrait faire la phrase complète. Autant d'habitude, vous êtes un ton, mais là, aujourd'hui, vous êtes rayonnante. Non. D'habitude, vous êtes sublime, mais là, vous êtes soleil suprême, tu vois. Là, Soleil suprême, non, mais c'est drôle. Autant d'habitude, vous êtes moche, mais là, franchement, il y a un truc. Voilà, je trouve que c'est drôle. Voilà, c'est drôle, parce que sinon, c'est pas... Mais bon, voilà, très bien. En tout cas, on espère que tout va bien chez vous. On est ravis de voir cette émission, mais elle est bizarre, cette émission. Je crois qu'au moment où on ouvre l'antenne de cette émission, il y a quelque chose qui se passe. Oui, de la poudre de perlimpinpin, comme diraient certains. Je pense que les gens devraient envoyer leurs enfants ici plutôt qu'à Stanislas. On apprend beaucoup plus de choses. Ils entendraient des propos très convenants. Oui, et le professeur Bilger, ça serait grandiose. Mais pas convenu. Comme c'est bien dit. Bravo. Madame fait des vers, c'est Madame Jourdain, tu sais, sans s'en rendre compte. Mon Dieu. Bienvenue en tout cas, 0826 300 300, c'est votre numéro de téléphone. Bien entendu, si vous voulez venir dans cette famille des vraies voix, vous êtes les bienvenus. 17h30, le grand débat du jour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donc, a annoncé que tous les policiers de France devraient se rendre disponibles entre le 24 juillet et le 11 août. En réponse, les policiers se mobilisent partout en France ce jeudi, dans l'espoir d'obtenir des mesures exceptionnelles telles que des primes, une meilleure anticipation de leur temps de travail ou des aides à la garde d'enfants pendant les Jeux Olympiques. Philippe. Alors parlons vrai, faut-il mieux rémunérer les policiers qui seront mobilisés pour la protection des JO? Est-ce que vous craignez, vous, des failles sécuritaires pour ces Jeux Olympiques? Le métier de policier manque-t-il de reconnaissance? Sécurité des JO, êtes-vous solidaire des policiers dans ce jeudi noir? Eh bien vous dites oui à 77%, on vous attend au 0826 300 300. Et on donnera la parole bien entendu à un syndicat. Rudy Mana sera avec nous, porte-parole du syndicat de Police Alliance. 18h30, le coup de projecteur. C'est le chef de l'État qui a expliqué mardi vouloir faire du mérite un des critères principaux d'avancement des fonctionnaires. Une annonce qui provoque la colère chez les syndicats. Selon eux, le mérite est déjà pris en compte dans le traitement des fonctionnaires. Une pilule qui aura donc probablement du mal à passer auprès de ses représentants. Oui, alors parlons vrai, le mérite est-il le meilleur critère pour augmenter les fonctionnaires? Est-ce que le mérite, il n'est pas déjà inclus dans le traitement? Et qui va juger du mérite? Si parfois vous avez un chef qui vous aime pas, ça peut être un peu gênant. Faut-il rémunérer les fonctionnaires au mérite? Eh bien vous dites oui à 68%. On vous attend encore et toujours. C'est Aude qui prendra vos appels au 0826 300 300. Et notre expert du jour sera Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT et co-secrétaire générale de l'Union fédérale des syndicats de l'État. Bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et dans les mauvaises langues aujourd'hui, parmi toutes ces mauvaises langues, j'allais dire Françoise de Gois, bien entendu, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir Françoise. Vous dites que je suis mauvaise langue, je ne fais que dire la vérité. Bien. Oui, bien sûr. Vous, les deux vipères, là, taisez-vous. Radio Langue, une info toutes les 2 minutes. Oui, Philippe Bilger est avec nous, bien entendu. Ça va mon Philippe? Alors lui, lui, il n'est pas... Je suis le plus... Oui, il fait bienveillant. Oui, oui, donc il est pas qualifié, lui. Lui, c'est incroyable. Alors, donc, moi, je suis la mauvaise langue, lui, c'est le macroniste ricaneur, mais Bilger, il y a une sorte de sainteté, de statut du commandeur. Désolé de vous le dire, il a quand même une aura que vous n'avez pas. Oui, c'est fou. Alors, Françoise, on va réécouter ma phrase. J'ai dit, parmi les langues de vipère, Françoise de Gois, Philippe Bilger et Sébastien Vous Ménard. n'avez pas dit, vous n'avez pas cité ni l'un ni l'autre. Évidemment, vous n'avez avez pas le coupé temps. la parole. Bien sûr, ça va être ma faute, bien sûr. Allez, vous me faites penser à quelqu'un qui était tout le temps en retard et qui m'a dit mais t'as qu'à pas être à l'heure. Est-ce qu'on peut présenter Sébastien Ménard? Ah bah oui. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, Macroniste, consultant et président très récemment comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Exactement. Félicitations, Félicitations. Dis donc, Du vous journal, prenez du pardon, Presse Libre. J'avais Oui. compris prestige. Voilà, c'est du Presse-Libre.com, prestige. je vous encourage à aller lire ce que nous racontons chaque jour pour la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un gratuit. Très bien. Voilà. On a encore un Je vais patron de y presse. aller toute allez-y. Toutes affaires cessantes. Ça fait cessante. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver et comme tous les jours 0826 300 300, ce numéro que vous affectionnez. Thomas est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vos invités, bonsoir les auditeurs.
Salut. Thomas qui nous appelle du Val d'Oise. Coup de gueule aujourd'hui, sur quoi? Et oui, pour moi, ça sera acharnement contre Amélie Oudéa-Castéra. Et si elle avait raison. Ah, et ben voilà, on en parlera dans un instant, quoi qu'il en soit. Pour l'instant, le répondeur, vous laissez des messages et on vous en remercie. Parfois, on rit beaucoup et ça, c'est très sympa. Écoutez. Sud Radio, bonsoir, c'est Renaud. Je voulais vous dire que j'apprécie énormément mes trajets de retour boulot-domicile dans les vraies voix tous les soirs. De vrais bons moments de radio pour moi. Et voilà, je suis très souvent d'accord avec vous. Remercier l'ensemble des participants. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Au revoir. Si vous avez bien écouté, il a dit Cécile de Ménibus, c'est génial, mais on n'entendait pas bien. C'était subliminal. Bah oui, c'est passé super vite. J'ai été étonné qu'ils ne le disent pas. Ça, c'est un message qui fait plaisir. Je ne sais pas si ce message sera valable aujourd'hui, ce soir, mais en tout cas, on vous remercie beaucoup. C'est cool, c'est sympa, oui. C'est sympa. Oui, normalement, vous auriez dû dire j'adore les vraies voix, vous écoutez, sauf le mardi et le jeudi. Si je continue dans votre vie. Non, parce que moi, je ne suis pas aussi fielleux que vous. Oui, mais vous êtes le fiel encore, mais excusez-moi de vous le dire. Mais... Absolument pas. En tout cas, on vous en remercie. Je voulais dire aussi, j'en profite pour que, pendant que Françoise est là, parce que vous y participez aussi beaucoup, et Sébastien, pour dire qu'on a augmenté de 62% l'écoute, en tout cas sur la partie digitale de Sud Radio, depuis décembre, ce qui est juste génial. Et donc, on est la première radio des bien plus grandes radios en matière d'écoute digitale. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est bien de le dire. Oui. Voilà, C'est bien. Vous pouvez vous applaudir. Oui, merci. Il y a un monde dans cette salle, c'est fou. C'est le Stade de France le 12 juillet 98. C'est fabuleux. Mon Dieu, vivement la buvette. Allez, on retourne au standard avec Thomas. Thomas. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Rebonsoir. Donc vous dites-vous, arrêtons cet acharnement contre Amélie Oudéa-Castéra. Oui, on n'arrête pas d'entendre parler depuis quelques temps. Et finalement, moi, je me dis depuis le début, mais est-ce qu'elle n'a pas raison ? Déjà, il faut noter qu'on a un recrutement en baisse dans l'éducation nationale depuis plusieurs années, et malgré des seuils d'admission qui sont très très faibles, 6 sur 20 pour l'académie de Créteil. Donc c'est quand même extrêmement faible malgré ça. En effet, elle a été très maladroite sur ses propos, une communication très mauvaise, surtout quand on a l'ancien ministre de l'Éducation nationale à ses côtés, qui est maintenant Premier ministre. Bon, à la limite, la communication, on est assez habitué sur ce gouvernement. Et il faut noter également que entre 2023 et 2030, il y aura 328 000 départs à la retraite. Et il y aura entre 2008 et 2021 une multiplication par 6 des départs volontaires à la retraite. Des départs volontaires, pardon. Ce qui est à peu près semblable à toute la fonction publique, notamment chez les policiers. C'est vrai qu'il ne va pas nous rester grand-chose, Philippe Bilger. Ça commence à faire... Et finalement, on se retrouve du coup avec des professeurs manquants devant des élèves. C'est une réalité. Dans tous les établissements scolaires, on a des professeurs manquants. Tout le monde s'en étonne, les syndicats le dénoncent depuis des années, et aujourd'hui ils jouent les vierges effarouchés en disant c'est un scandale ce que dit la ministre de l'Éducation nationale, sous prétexte qu'on parle de l'école publique. Eh bien non, c'est une réalité, on ouvre les yeux et on se met au boulot. Peut-être qu'elle aurait dû dire et ajouter à la fin de son propos qu'elle allait se mettre au travail, qu'elle allait continuer ce qui avait été engagé depuis plusieurs années, patati patata. Elle n'a pas eu le temps là pour aller. On va faire réagir les vraies voix. Exploser, en effet, mais Thomas, exploser pour ça. on est sur une réalité. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. On ne lui a pas reproché uniquement ça, mais moi, j'aime bien les auditeurs qui ont du courage intellectuel. À l'heure actuelle, défendre Amélie Oudéa-Castéra, c'est une forme d'audace. Françoise Degois. Oui, enfin, je veux bien qu'on ait de l'audace sur n'importe quoi, mais Amélie Oudéa-Castéra, elle n'est pas attaquée pour ce qu'elle a dit, et qui est une évidence que tout le monde répète à gauche comme à droite. Ce que vous dites, Thomas, c'est évident qu'il manque des professeurs. C'est d'ailleurs, elle est attaquée parce qu'elle ment. Tout simplement, et qu'elle ment toute seule. La défense d'Amélie Oudéa-Castéra, d'Emmanuel Macron et du gouvernement en disant c'est un acharnement et un lynchage, mais pas du tout, elle se lynche toute seule. Personne ne lui a demandé de mentir. Littré, ça n'est jamais arrivé. Elle a mis 6 mois son enfant à Littré. C'est un vrai sujet, les mensonges d'Amélie Oudéa-Castéra. C'est pas la première fois. Quand elle était déjà ministre des Sports, elle mentait déjà. Donc c'est un problème. Et je pense que pour Emmanuel Macron, il faut qu'il s'en débarrasse parce qu'elle est en train de plomber la fin de Sébastien Ménard. C'est évidemment un mauvais départ.
faut être extrêmement clair. C'est un mauvais départ pour la ministre qui, je le rappelle, a un très grand portefeuille. C'est-à-dire la ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Jeunesse, ministre des Sports, ministre des Jeux Olympiques. Donc oui, on aurait souhaité, en tout cas, en ce qui me concerne, un meilleur départ. Voilà. Bon, en tout cas, merci merci pour votre témoignage, Thomas. Vous restez avec nous puisque vous allez jouer avec les vraies voix. Il a l'air fort, ce Thomas. Je sens qu'il va faire une alliance avec Philippe Bilger. Ah oui, il est bien. Philippe en a besoin. Et comme nous sommes des amours, nous avons envie de faire plaisir encore à quelqu'un aujourd'hui. C'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner un bon pour un séjour d'une valeur de 1200 €. C'est le prix de la cravate de Philippe Bilger. Voilà, pour vous dire comme ça. On le fait maintenant. Pour votre prochaine vacances dans l'un des 45 clubs Bel-en-Bras, en famille ou entre amis. Alors si vous voulez partir à la mer, à la montagne, à la campagne, et vous nous appelez maintenant au 0826 300 300 et comme vous allez peut-être avoir de la chance grâce à notre amie Françoise de Gouade. Françoise, entre 9e appel au standard 0826 300 300 pour gagner ce magnifique voyage offert par les clubs Bel-en-Bras. On vous souhaite bonne chance. On croise les doigts, on ferme les yeux, on tourne sur soi-même et on gagne. À tout de suite. Merci d'être avec nous tous les jours. On vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger pour nous accompagner, président de l'Institut de la Parole, Françoise de Gouade, éditorialiste Sud Radio, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre, et vous au 0826 300 300 avec Félix Mathieu qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. On parle de quoi? De la neige qui a recouvert une bonne partie du pays la nuit dernière, d'Emmanuel Macron et de Rachida Dati qui se promènent malgré tout en Seine-Saint-Denis. Et puis de Jean-Luc Mélenchon pris à partie par des manifestants contre l'antisémitisme à l'aéroport de Roissy. En 3 mots, ça donne neige, promenade et comité. Et tout de suite, les réquisitoires du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. C'est sur la magistrature que vous voulez requérir, Philippe Bilger. Il est beaucoup moins dangereux d'être magistrat en France qu'en Équateur, par exemple. Par exemple, absolument. J'ai souvent trouvé que la France, dans des domaines importants de sa vie sociale ou intellectuelle, exagérait parfois les dangers, les épreuves qu'elle connaissait par rapport à d'autres pays. Et sur la magistrature, et là je sais que Françoise, sur ce plan-là, sera d'accord avec moi, nous avons une admiration commune pour Falcone qui a été horriblement assassiné maintenant il y a un certain nombre d'années, mais en effet Philippe a rappelé qu'un procureur a été assassiné sur un plateau de télévision en Équateur et évidemment je ne comparerai pas la situation de l'Équateur avec celle de la France qui peut tomber dans le ridicule parfois, mais qui ne met pas en péril la vie de ses fonctionnaires comme là-bas, et donc ça devrait nous conduire, magistrats ou tous autres professionnels de l'utilité sociale et publique, à mesurer un petit peu les mots qu'on utilise, à maîtriser nos pensées et à comprendre que certes notre démocratie est imparfaite, mais que tout de même par rapport à d'autres pays, elle nous garantit la plupart du temps la vie. Françoise de Gouade. Oui, c'est vrai, je rappelais l'Italie parce qu'il y a Falcone, il y a Borsellino quelques mois plus tard, le meilleur ami de Falcone, et puis ça continue encore en Italie. Quand vous allez à Palerme, par exemple, vous avez un quartier entier, d'abord le tribunal, ils n'ont jamais enlevé la cage qui était réservée à Borsellino, et je le dis parce que ce sujet me passionne, j'en parlais avec Philippe, Borsellino et Falcone travaillaient dans une cage à l'intérieur du palais de justice de Palerme, parce que, justement, à l'intérieur du palais de justice, ils risquaient leur vie, même encore là, et toujours à l'intérieur, avec des infiltrés parmi la Guardia Civile. Enfin, pas du tout, pas les Carabinieri. Et donc, cette cage existe toujours, et les juges antimafia travaillent toujours dans cette cage. Et vous avez un quartier entier à Palerme, dont on taira le nom, où tous les juges sont regroupés, c'est au fond d'une impasse, c'est au bord de la mer, et gardés 24 heures sur 24 par les Carabinieri. Donc ça veut dire que ça continue. Ça veut dire que, effectivement,
l'Équateur. C'est très dangereux d'être magistrat en Amérique latine. Hein. On peut parler de l'Argentine, etc. Mais c'est dangereux aussi sur le sol européen. Sébastien Ménard. Mais c'est très dangereux. Enfin, moi, je travaille un peu avec, notamment au Brésil. C'est extrêmement compliqué. Enfin, toute cette partie du monde, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et même l'Amérique centrale. Hein. Enfin, en Haïti, on tue des présidents, on découpe des gens au Honduras. Enfin voilà, c'est quand même, c'est une partie du monde qui est extrêmement dangereuse. Oui, mais on est bien chez nous. Oui. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont neige, promenade et comité. Jusqu'à 15 cm dans le nord de la France, le plus gros de la neige a cessé de tomber. Reste la menace du verglas et toujours le grand froid pour les SDF. Le déplacement se veut fort en symbole. Emmanuel Macron se promenait avec Rachida Dati en Seine-Saint-Denis cet après-midi dans un lieu de création artistique de Clichy. Et puis ce drôle de comité d'accueil pour Jean-Luc Mélenchon, chahuté par des manifestants contre l'antisémitisme. À l'aéroport de Roissy, le Hamas te dit merci, lui ont-ils lancé à son retour du Liban. Les vraies voix Sud Radio. Quelques flocons par-ci par-là dans l'Est, mais la neige ne tombe quasiment plus sur la moitié nord de la France. Jusqu'à 15 cm de poudreuse dans les Hauts-de-France, 10 cm en Normandie. Le verglas pourrait créer de nouvelles perturbations des transports ce soir et demain, vendredi, même par grand froid. Certains SDF, en tout cas, renoncent à se mettre à l'abri, trop habitués à ne pas trouver de place. C'est le cas de Kevin, 42 ans, dont 8 dans la rue. Je passe ma journée dans le métro, en fait, pour éviter de passer mes journées dehors, comme il fait un petit peu trop froid. J'y passe déjà toutes mes nuits. Moi, généralement, je me casse même pas la tête. Je mets ma tente et voilà. J'ai ma tente avec mon duvet, 3 duvets, couverture, ma couette. Les centres d'hébergement sont bloqués. On y filtre, je dirais, le nombre de résidents. Ouais, il y a trop de monde généralement. Et voilà quoi. Kevin, 42 ans, SDF à Paris, au micro Sud Radio de Clément Arion. Quelle tristesse, hein, vraiment. Ça me brise le cœur à chaque fois. Et puis, c'est l'échec de tous les présidents. Je vous rappelle qu'on moque Macron sur 0 SDF, mais on a raison de le moquer, mais tout le monde est moquable. Je me souviens de Lionel Jospin, campagne de 2002, objectif aussi 0 SDF. On n'y est jamais parvenu. J'arrive pas à comprendre pourquoi on n'y parvient pas, en fait. C'est un vrai questionnement que j'ai qui n'est pas, comment dirais-je, agressif. Je ne comprends pas pourquoi nous ne parvenons pas à ouvrir suffisamment de centres d'hébergement. Il faudrait qu'on fasse une émission. C'est comment on peut laisser sombrer certaines personnes. Oui. Mais parce qu'elles veulent aussi. Il y a des pères et des mères de famille qui dorment dans leur voiture. Comment on peut laisser ça? C'est encore autre chose. Cécile, le soir de la conférence de presse, il y a eu quelque chose que je trouve une prestation un peu indécente de Sandrine Rousseau et de Mathilde Panot avec des SDF sous une tente. Oui. Mais d'une certaine manière, je les ai défendus. On est tous indignés, mais moi le premier, je ne fais rigoureusement rien pour les SDF. Moi, je donne de l'argent, voilà, on distribue nos piécettes, mais c'est rien du tout. Vous n'avez pas compris de ce que j'ai dit, comment on les laisse sombrer, en fait. C'est l'anticipation d'éviter qu'ils aillent à un moment donné dans la rue. C'est ça aussi qu'il faut faire. Mais parce que c'est souvent une succession de malheurs. Mais oui. C'est une succession de malheurs. Et sauf que... Oui, mais il y a bien un moment donné, il faut que quelqu'un les arrête, ces malheurs. Je vais développer. La problématique, c'est que celle qui perd son travail va avoir un interlocuteur étatique qui va trouver une réponse pour le travail. Pour le logement, c'est une autre personne. Pour les troubles psychologiques, c'est encore une autre personne. Et en fait, la vraie problématique, c'est que... Rien n'est lié, en fait. Mais oui, et vous avez des tas de gens de très bonne volonté dans la fonction publique française qui quelque part, adressent des services publics. Mais si finalement, toute personne ne se parle, à chaque fois qu'on arrive à sortir quelqu'un de la misère, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous avez un interlocuteur unique qui se mouille pour votre logement, pour votre sécurité, pour vous emmener à l'hôpital, pour vous trouver du boulot. Et là, ça fonctionne. Sinon, ça fonctionne pas. Et il y a tant de causes aussi. Oui. Allez, le deuxième mot, Félix, c'est promenade avec ce déplacement d'Emmanuel Macron et de Rachida Dati en Seine-Saint-Denis. Le président de la République et sa nouvelle ministre de la Culture se déplaçaient aujourd'hui dans un lieu de création artistique de Clichy-sous-Bois. Clichy, foyer des émeutes de 2005. C'est la première visite de terrain pour la nouvelle ministre de la Culture et candidate déclarée à la mairie de Paris. L'occasion pour le chef de l'État de préciser sa mission. On va continuer de se battre pour que la culture soit possible partout. Et voilà, et ce sera l'une de ses missions principales, c'est aussi d'œuvrer à cette culture accessible partout et que plus personne puisse se dire c'est pas fait pour moi. Emmanuel Macron ici au micro de nos confrères de BFM TV, il a aussi été interrogé sur la déclaration de candidature un peu prématurée de Rachida Dati aux prochaines élections municipales dans la capitale. Moi je m'occupe déjà des affaires du gouvernement du pays, ça me suffit.
Et voilà, pas plus de commentaires d'Emmanuel Macron sur le sujet. Troisième mot, comité, ce drôle de comité d'accueil pour Jean-Luc Mélenchon de retour du Liban. Le leader de la France insoumise revenait du Liban ce mercredi soir, déplacement pour en appeler à la paix dans la région et apporter son soutien au peuple libanais, mais de retour donc hier soir. Voilà ce qu'il l'attendait à l'aéroport de Roissy. Des manifestants contre l'antisémitisme lui reprochent ses positions jugées trop conciliantes vis-à-vis du Hamas. Les suites des polémiques, quand LFI n'avait pas utilisé le terme terroriste pour désigner le mouvement après le 7 octobre. Action revendiquée par le collectif Nous Vivrons, entouré de pancartes, de téléphones, le filmant tout en le prenant à partie. Jean-Luc Mélenchon a tracé son chemin en ignorant les manifestants. Ils étaient combien à peu près? Une dizaine à peu près. Mais excusez-moi, mais c'est quand même là, les amis. C'est quand même l'art Mélenchon de continuer à creuser le pire sillon qui soit. Aller au Liban, on sait très bien qu'est-ce que ça signifie, on sait très bien à qui appartient le Liban. Et c'est vous qui le dites. On y va, les amis. On y va. Allez, un jeudi noir pour les policiers. Aujourd'hui, ils protestent contre les conditions de travail qui leur sont imposées pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Ce sera cet été. Avec cette question, Philippe, êtes-vous solidaire des policiers pour ce jeudi noir? Oui, parlons vrai. Faut-il mieux rémunérer les policiers qui seront mobilisés pour les JO? Craignez-vous d'ailleurs des failles sécuritaires pour ces mêmes JO? Le métier de policier manque-t-il de reconnaissance? Sécurité des JO, êtes-vous solidaire des policiers dans ce jeudi noir? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 79%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et Rudy Mana est avec nous, porte-parole du syndicat de Police Alliance. Bonsoir Rudy Mana, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question brève, les policiers ont-ils peur d'être les grands perdants des JO? Disons que c'est pas qu'on a peur d'être les grands perdants, c'est qu'on a peur d'être les grands délaissés. Qu'on nous oublie une nouvelle fois, qu'on pense que parce qu'on est policier concernés, qu'on est policier républicain et qu'on est des policiers impliqués, ben on va encore travailler 12 heures par jour sans prendre de vacances, en laissant nos enfants à la maison tout seuls. Pour les Jeux Olympiques, nous, ce qu'on dit simplement, c'est que la France a décidé d'organiser les Jeux Olympiques, la plus belle compétition planétaire. Alors, il ne faut pas la jouer petit bras avec les agents qui vont permettre à cette compétition d'avoir lieu sans incident. On commande dans quelques instants le 0826 300 300. Êtes-vous solidaire des policiers pour ce jeudi noir? On y répond dans quelques instants. Bienvenue les vraies voix jusqu'à 19h. Et autour de nous, dans cette émission de 17h à 19h, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et auteur aussi. Je rappelle quand même que vous êtes auteur aussi, on a fait tellement de choses. Vous savez, dans la vie, on ne sait même plus ce qu'on fait d'ailleurs. Surtout critique. Hein. Philippe Bilger, auteur aussi, je rappelle. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Qui vient d'arriver d'aller chercher ses enfants à Stanislas. Je disais juste comme ça, c'est pour ça qu'il est un peu... Bravo. Bonjour la pétasse. Consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre, et vous au 0826 300. Vous en avez un CV qui est long, vous, Philippe. Sébastien Ménard, c'est ouf. Hein. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Un peu bizarre. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Partout en France, en province, tout le monde dit qu'on est en colère pour les JO. 6 mois des Jeux Olympiques, on ne sait toujours pas qu'on va faire, quand, comment, où, avec qui, où les collègues vont aller. C'est le flou total. On est toujours dans un rapport de force et de conflit permanent et c'est compliqué aujourd'hui pour gérer des solutions. Il est normal qu'ils attendent évidemment un soutien et un bénéfice du fait qu'ils vont être tous mobilisés. C'est effectivement une question de moyens, d'organisation du travail, de revalorisation aussi de la fonction, car qui demain va vouloir être policier dans notre pays ? C'était donc un jeudi noir pour les policiers à 6 mois des Jeux Olympiques. Des syndicats appelaient à manifester et à opter pour un service minimum. Les JO vont nécessiter une forte mobilisation des forces de l'ordre, alors qu'ils exigent des garanties sur le paiement des heures supplémentaires et l'accès à des congés d'été. Ils réclament aussi une prime exceptionnelle de 2000 €, Philippe. Parlons vrai, faut-il mieux rémunérer les policiers qui vont aller travailler pendant ce qui devrait être leurs vacances, c'est-à-dire pendant les JO? Craignez-vous des failles sécuritaires dans ces mêmes JO? Le métier de policier manque-t-il de reconnaissance? Sécurité des JO, êtes-vous solidaire des policiers dans ce jeudi noir? Vous dites oui à 79%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et Rudy Mana est avec nous, un porte-parole du syndicat de Police Alliance. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de vous donner la parole, je voyais plutôt content de ce résultat, Rudy Mana, mais on va en parler dans un instant. En attendant, Philippe Bilger. Ça n'est pas uniquement à cette occasion que je me sens solidaire de la police. Entendons-nous à chaque fois qu'elle est exemplaire, ce qui la plupart du temps est le cas. Mais j'ai
eu la chance d'entendre Rudy Mana sur une autre chaîne il y a quelque temps, et je sais que le problème des JO, qui ont été excellemment résumés, les congés, les primes, apparemment n'ont pas été réglés. Et donc c'est fondamental qu'ils obtiennent satisfaction, parce qu'ils ont vécu une année 2023 épuisante, et je ne voudrais pas que l'année 2024 recommence sous d'autres auspices, mais aussi épuisants. J'ajoute que j'ai une petite crainte. Ils ont un bon ministre de l'Intérieur, mais depuis quelque temps, et pour des raisons qu'on connaît, il paraît psychologiquement et physiquement épuisé, Gérald Darmanin. Et je ne voudrais pas que, d'une certaine manière, il les abandonne parce qu'il ne peut plus les aider. Françoise Devoix. Écoutez, moi, les policiers, vous savez très bien, vous connaissez mes positions dures sur Naël, etc. Mais les policiers, sur le plan social, me trouveront toujours à leur côté. Je trouve ça complètement dingue qu'à 6 mois de l'événement, je crois que c'est Rudy Manin qui disait cela, l'événement planétaire, bien sûr, c'est pas, et il faut pas être grand clair pour le dire, mais il faut quand même le rappeler. On va accueillir la cérémonie d'ouverture, c'est 3 millions de personnes sur les quais de Seine. Comment vous faites quand vous voyez à quel point Paris est un petit musée, une petite ville en fait, extrêmement petite par rapport à d'autres capitales très élargies. Donc oui, des primes, oui, une vision, une clarté sur leur agenda, et oui aussi la pression particulière. Depuis 2015, je reprends pas les attentats du RER Saint-Michel, etc. Depuis 2015, la France est soumise à un régime de menaces terroristes à nul autre pareil. Il n'y a pas un pays au monde qui subit plus proportionnellement à sa taille d'attaques terroristes que la France. Donc imaginez en plus, j'en discutais avec un policier qui me disait, mais sécuriser par exemple le défilé sur les berges, sur la scène de la délégation israélienne, si ça continue, comment vous allez faire? Je donne cet exemple-là parce que c'est une pression psychologique encore plus forte que d'habitude. Ils viennent de vivre des années pourries, les policiers. On peut dire quand même que depuis 2015, ça ne s'arrête jamais entre le terrorisme et le social. Et donc, je suis totalement solidaire. J'espère qu'ils auront une énorme prime. Et surtout, au-delà de la prime, je pense que Rudy Manin sera d'accord avec ça, de la clarté sur leur mission et ce qu'ils devront faire, où, quand et comment. Voilà. Rudy Manin, merci d'être avec nous. Pardon, j'ai été un peu longue, excuse-moi. Oui, pardon, j'ai oublié Sébastien. Je peux parler après. Non, mais allez-y. Moi, évidemment, je souscris à ce qui vient d'être dit. Et oui, on doit en toutes circonstances soutenir nos officiers de police, nos agents de police, quels qu'ils soient. J'ajoute un point. Dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques 2024, qui se déroulent pas uniquement à Paris, qui se déroulent dans toute la France, il faut quand même le rappeler, France métropolitaine, mais aussi une France un peu plus exotique, ça reste la France, on demande aux collectivités de se mobiliser. Moi, j'ai en tout cas le souvenir d'un choix qui a été fait dans le département des Pyrénées-Atlantiques d'accueillir la flamme olympique. Ça coûte très cher. Et dans ce budget, on nous demande effectivement de contribuer à la sécurisation du passage de la flamme. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'au vu de l'actualité et des manifestations du jour, je me dis, mais où va cet argent que les collectivités locales finalement consacrent à l'organisation des épreuves, à l'organisation du passage de la flamme? Nous, on ne peut accueillir qu'à Biarritz que le passage de la flamme, mais ça coûte de l'argent. Et si on nous dit que dans ce budget, il y a la sécurisation, moi, j'aimerais bien qu'effectivement, tous les fonctionnaires de police puissent en profiter à la hauteur de l'investissement qui est le leur, de la mission qui est la leur, et des sacrifices qu'ils vont faire pour certains sur leur temps de vie, leur temps de famille ou leur temps de vacances. Et donc je disais Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance. Ce qui est étonnant, c'est que les JO, on le sait depuis 6 ans et demi, et on a l'impression qu'il n'y a pas du tout d'anticipation en fait. Vous l'avez bien dit, Cécile. D'abord, merci à tous pour ce soutien que vous faites sans faille envers tous les policiers. Effectivement, on le sait depuis 6 ans et demi, et pourtant, on a l'impression qu'on débarque depuis 2 mois et que maintenant, on va essayer d'improviser pour savoir comment ça va se passer, pour savoir à 100 € près combien on va donner aux policiers. Donc, vous comprenez bien que c'est difficilement audible pour tous les flics de France, parce que, je vous le dis, moi, ça fait 3-4 mois que je vais dans les commissariats de France, et tous les flics me disent, mais comment on va être, à quelle sorte on va être bouffé pour les JO. C'est insupportable d'entendre ça, il faut se dire les choses. C'est absolument insupportable. Donc nous, aujourd'hui, on est très clair. Déjà, c'est en pleine période d'été.
on est de la période du 15 juillet au 15 août quasiment, où on va être à 100% de présent. C'est-à-dire qu'on fait fi de tous ces policiers qui divorcent, qui ont des gardes alternés, qui ont des enfants, et c'est la seule période de l'année où ils vont partir avec leur famille en vacances. Et ça, on fait fi de tout ça parce qu'on a décidé qu'il fallait qu'on travaille à 100%. Alors d'accord, on va s'impliquer pour ces Jeux Olympiques parce que nous, les premiers, on a envie que ça se passe bien. Nous, les premiers, nous avons envie que notre pays ressorte grandi de ces Jeux Olympiques. Mais il y a un minimum quand même de respect à avoir envers les forces de l'ordre et tous les personnels du ministère de l'Intérieur. Je veux dire, la première ministre Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, avait parlé d'une prime entre 500 et 1500 euros. Non mais franchement, on en est où là? On en est à 500 euros prix pour les policiers et les agents du ministère de l'Intérieur qui vont s'engager comme des dingues sur cette manifestation pendant 3 semaines, un mois. Mais non, il faut lâcher un petit peu, il faut donner de l'argent à tous ces flics, tous ces gendarmes, tous ces personnels administratifs qui vont s'impliquer. Il faut permettre à certains papas ou mamans qui sont seuls et qui ont la garde de leurs enfants de pouvoir poser quelques jours avec leurs enfants. Oui. Et il faut permettre aussi de défiscaliser toutes ces heures supplémentaires qu'on va faire par centaines pour que les policiers puissent augmenter le pouvoir d'achat. C'est pas compliqué quand même. On arrive des fois à sortir des milliards d'euros pour des causes, franchement, on ne sait pas pourquoi. Et là, on n'est pas capable de sortir 500 millions d'euros. Donc là, moi, j'en appelle. Alors, je sais que Gérald Darmanin nous a entendus. Il nous a écoutés déjà quand on l'a rencontré il y a 3 jours. Et je sais qu'il a envie de nous entendre. Maintenant, il ne décide pas tout, Gérald Darmanin. Il y a quand même des ficelles des finances qui font qu'il va falloir faire une rallonge probablement de 500 d'euros. Rudy, on parle depuis des années des millions d'heures supplémentaires des policiers qui n'étaient pas payés. On en est où aujourd'hui ? Alors on en est, ça a commencé à être payé. Une partie est payée chaque année. Il y en a encore énormément à payer, mais franchement, ça s'est amélioré depuis ces 2 dernières années où les policiers effectivement peuvent se faire payer une partie des heures supplémentaires. Je voudrais rester sur le côté, pardon. Après, ça sera plus relevé, le côté vraiment terre à terre. Est-ce que Rudy, vous considérez que à 1500 euros net de prime, c'est correct pour vous ou il faut aller plus haut? Vous savez, on n'est pas des marchands de tapis. Non, mais je sais bien, mais parlons clair. 500, c'est évidemment pas assez, c'est dérisoire. Mais vous, au-delà de 1000, de toute façon, il faut quand même être un peu sérieux. Voilà, exactement. Voilà. Il faut déjà au-delà de 1000 euros. Nous, on demande 2000. Bien sûr qu'il y a toujours, ils veulent toujours gratter quelque chose. C'est toujours la même histoire. Mais si on a 1500 euros par fonctionnaire net, pas mal. Eh bien, vous savez quoi, on les prendra avec plaisir. On demande aussi les heures supplémentaires, qu'elles soient défiscalisées et payées le plus rapidement possible, parce que vous assure, des heures supplémentaires, on va en faire un gros paquet. Et puis, par contre, il faut des mesures sociales pour permettre à tous ces pères et mères de famille de faire garder leurs petits. Oui, parce que les crèches sont fermées l'été, je rappelle. Bien sûr, bien sûr. Alors, Gérald Darmanin, je crois, avait dit, ou la première ministre, Madame Borne à l'époque, avait dit, on va demander aux maires de certaines communes d'ouvrir les crèches. Oui, mais bon, c'est pas si facile que ça. De le dire, c'est une chose, mais de le faire, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Allez, Philippe Bilger. Rudy, j'ai l'impression que tout de même, depuis quelques années, une sorte de contestation de la police à l'égard du pouvoir en place ne cesse pas, pour des motifs ou bien pas dérisoires, jamais dérisoires, mais moins importants. Mais pour les JO, il me semble que vous êtes au comble de l'exaspération si vous n'obteniez pas satisfaction. Est-ce que je me trompe là ? Non, pas tout à fait. Vous savez, il y a un certain homme politique qui parlait de sédition pour les policiers. Bon, on est loin d'en être là, je vous l'assure, parce qu'on aime notre pays, on aime notre métier et on aime le travail que l'on fait. Maintenant, effectivement, je vous le dis de manière très claire, Philippe, et vous savez, on en parle parfois sur des chaînes télé, effectivement, les policiers, ils en peuvent plus, quoi. Ça fait 6-7 ans qu'on est soumis à des rythmes de travail absolument dingues. Et aujourd'hui, on dirait qu'on fait l'aumône, qu'on fait la quête pour récupérer 1500 ou 2000 euros. Mais c'est presque pas normal qu'on manifeste aujourd'hui. Oui, ça devrait être naturel en fait. Bien sûr, ça devrait être naturel. Oui, totalement, ça devrait être naturel. On ne devrait pas aller dans la rue parce que, je vous le dis,
Ça nous embête d'aller dans la rue, nous. On n'est pas fait pour ça, les policiers. On n'a pas envie de faire ça. Et on est obligé d'y aller pour essayer de quémander presque 1500 ou 2000 euros. Non, mais moi, je vous assure, je suis pas rentré dans la police pour faire ça. Allez, Sébastien Ménard, très court, parce qu'on part au 0826. Sachant que je voudrais juste donner un éclairage à tous autour de cette table et puis à l'ensemble de nos auditeurs. On parle quand même d'un budget aujourd'hui de 8,8 milliards d'euros. Donc si, avec 8,8 milliards d'euros, il n'y a pas la sécurité, je me demande de ce que l'on fait de notre argent. Ouais, c'est pas faux, c'est très vrai même. Vous allez nous agacer, arrêtez Sébastien. 0826 300 300 avec Thomas qui nous appelle du Val d'Oise. Thomas, une réaction sur ces policiers, vous les soutenez ? Je les soutiens, ouais. Je suis moi-même policier, donc on disait qu'il était bien. Merci pour son intervention. Ouais, ça va être compliqué, hein. Les JO, ça va être très compliqué. Moi, on parle de cette prime. Cette prime couvrira à peine les frais de garde de ma fille, hein, pour information. Puisqu'il va falloir les payer. Hein. C'est pas le maire qui va payer les frais de garde de ma fille. C'est clair. Donc, les 1500 euros sont déjà budgétisés pour la nounou. En dehors de ça, des problèmes de sécurité, il va y en avoir forcément, parce que il y aura de la fatigue, il y aura de l'exaspération, il y aura d'énervement, il y aura plein de choses. Et puis oui, Darmanin, il a un peu aménagé les choses depuis quelques années, des nouveaux véhicules, on a les heures sup qui sont payées. Mais le contre-coup des heures sup payées, c'est qu'aujourd'hui, on a des chefs de service qui, pour certaines missions, tirent vraiment sur les heures effectuées par les fonctionnaires sur place, quitte à faire des relèves qui sont pas judicieuses pour le suivi de la mission. Et du coup, on se retrouve avec des missions qui sont inabouties, quoi, qui se finissent mal ou qui finissent pas tout simplement parce que justement l'objectif c'est de ne pas faire de supplémentaires qui seraient payés. Donc c'est le contre-coup de cette mesure. Mais oui, en tout état de cause, cet été ça va être très 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 compliqué. Allez, restez avec nous Thomas, vous bougez pas, on part dans les Alpes-Maritimes avec Jérôme. Oui, c'est ça. Jérôme ? Oui. Eh bien, on vous écoute. Oui, bonjour. Vous voulez réagir ? Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, enchanté. Je suis heureux de passer à la radio. Alors, je voulais juste préciser, j'ai entendu les policiers qui sont intervenus, et j'avais une solution pour eux, parce que c'est sûr d'aller dans la rue, c'est pas leur boulot, ils n'ont pas fait policier pour être dans la rue manifester. Mais moi, je leur propose de plus mettre d'amende à leurs concitoyens. Et là, ils feront une super action. Et là, je pense qu'ils auront une écoute très particulière de leur ministre. Mais ils en mettent plus beaucoup, elles sont toutes automatisées ou presque. On va en parler dans les vraies voies qu'il faut rouler la France d'ailleurs. Exactement. Voilà, mais il faudrait plus jouer le jeu du racket. Parce que bon, des fois, on se fait mettre des amendes. C'est un peu abusé. Aujourd'hui, il y a une loi pour tout pour nous mettre une amende. Donc, qui mettent plus d'amende. Ils sortent plus le carnet, ils mettent plus d'amende et ils sont dans la rue, ils font leur boulot. Et je pense que ça va réconcilier un peu tout le monde. Ça va faire mal au portefeuille. Restez avec nous, Jérôme. Sébastien Ménard. J'ai encore fait un petit calcul là. Notre interlocuteur Rudy Mana. Voilà, Rudy, vous allez peut-être me contredire, mais moi j'ai calculé la mesure réclamée par les policiers, et je vais aller au bout, à 300 millions d'euros. C'est-à-dire que si je fais un calcul à la louche, entre le nombre d'agents, police, gendarmes, policiers municipaux, etc., qu'on va mobiliser, parce qu'il n'y a pas de raison de moins traiter des agents qui assurent la sécurité en proximité vis-à-vis de d'autres. Donc on serait sur 300 millions. Par rapport aux 8,8 milliards, c'est 3,4% du budget JO. Non, mais tu comptes le personnel administratif aussi. Hein, j'ai compté tout le monde. C'est-à-dire que si on mobilise tout le monde, 2000 euros, allez, je donne 2000 euros à tout le monde, exonéré d'impôts, c'est une mesure qui coûte 300 millions d'euros. Alors certes, c'est beaucoup d'argent. C'est évidemment beaucoup d'argent, mais je pense que ça serait un très bon signal quand on parle de 3,4% du budget JO. Pour le résultat. Non, mais c'est beaucoup d'argent. Non, mais à périmètre constant, 300 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais par rapport à l'effort qui va être consenti sur le terrain par près de 100 000 personnes pour faire en sorte que ces JO se déroulent dans de bonnes conditions sécuritaires, je pense que c'est le prix à payer. Je pense qu'on devrait payer ce prix. C'est 300 millions par personne, on est d'accord. Ça, c'est chez les deux minibus. Rudy, finalement, il nous reste 2 secondes. C'est quoi ce qu'on attend ? Est-ce que vous avez déjà eu un rendez-vous, en tout cas un retour de Gérald Darmanin ? On attend quelque chose d'autre ou... Confirmation. On attend une réponse rapide du ministre de l'Intérieur, on attend un engagement du ministre de l'Intérieur pour signer un protocole avant ces JO pour assurer
tous ces copains qui sont dans les commissariats, qui franchement, vous avez vu, on a entendu le collègue tout à l'heure qui a dit, ben ouais, on n'en peut plus, quoi. On est exaspéré, on en a marre. On a envie que Gérald Darmanin s'engage encore une fois à nos côtés, qui disent, voilà, je vais vous donner ça, ça, ça et ça. Et puis comme ça, on va partir tranquillement sur ces JO. On va essayer que cette fête soit merveilleuse parce que ce pays le mérite. Et ensuite, vous verrez que tous les policiers, tous les gendarmes, tous les personnels engagés administratifs, etc., rendront cette fête encore plus belle. En tout cas, on fera tout que les Français en profitent au maximum. Allez, on vous soutient, les gars. Merci beaucoup, Rudy Mana, d'avoir été avec nous. Porte-parole du syndicat Police Alliance. On garde un autre policier. Thomas, vous restez avec nous. Vous allez pouvoir jouer contre les... il a l'air fort, ce Thomas. Il a l'air fort. Attention, parce qu'il a la force légitime. Oui. Oui, il a une arme en plus. Force est à la loi. Et son arme, c'est moi. Allez, attention. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Pardon, je ris bêtement, hein, mais... non, mais il y a des espions, je trouve, il y a des gens dans les studios qui viennent de rentrer, c'est pour aider Ménard, ça. Aujourd'hui, non? C'est la journée du rire, il me semblait. Dites donc, on va manger des clous, nous, aujourd'hui. Ah bon? Non, mais vous, alors... Voilà, les amis... Qu'est-ce qui vous arrive? Mais il paraît que c'est la journée du rire, non? Non. Essayez de rire, vous? Je ne sais pas. Ah bon, vous savez Allez, Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois. Non, mais quelle dégénérescence cette émission, c'est pas possible. Sébastien Ménard. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Thomas est avec nous, du Val d'Oise. Mon cher Thomas, vous répondez en proms à la question. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont nos vraies voix qui répondent à votre place. C'est bon pour vous, Thomas? Très bien. Thomas, attention à vous. Hein. Voilà, il y en a qui ont toujours soutenu la police, hein, Thomas. N'oubliez pas. Et vous devriez dire derrière, toujours la police. Je dis ça, je dis rien. C'est pas comme certains autour de cette table. Suivez mon regard. Allez, une question. J'ai l'impression d'être à la cour d'école. Question, qui c'est qui l'a dit, mon cher Thomas? Et ça vaut 2 points. Aujourd'hui, l'antisémitisme vient d'abord de LFI et de cette culture wokiste qui envahit les médias, la culture et les universités. Thomas. Eh bien, je dirais Louis Alliot. Non. Manuel Valls. Bonne réponse de Sébastien Ménard, 2 points. C'est vrai qu'il s'est durci un peu, Manuel Valls. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Question à 1 point. Emmanuel Macron est ministre de tout, président de rien. Ils sont 2. Non, ça c'est 3, Philippe. Non, c'est... Thomas. Ils ont été 2 à le dire. Non, Tondelier. Non. C'est Marine Tondelier. C'est Ruffin. Non, je l'ai dit. Ils sont 2. C'est aujourd'hui. C'était combien de points? Ah non. Un point. Non, mais c'est pour moi. Parce qu'ils l'ont dit tous les deux. Mais ils l'ont dit tous les deux. Attendez, excusez-moi. D'abord, Ruffin l'a dit. Et ensuite, ça a été repris par Marlex. Donc c'est Philippe Bilger. Non, moi j'avais marqué 0 point pour Philippe Bilger quand c'est Marlex, Retailleau ou Ciotti. Parce qu'il répond toujours. Non, mais il a dit Ruffin. Non, mais moi j'ai dit Marlex aussi. Marlex l'a dit. Non, j'ai dit Marlex l'a dit. Là, on n'a pas dit. Bon, excusez-moi. On n'a pas dit qu'il l'a dit en premier. C'est 1 point pour Bilger. Là, je voudrais 3 points. C'est d'abord une citation de François Ruffin. Voilà. Oui. Et moi, je l'ai dit trop tard. On y va. Qui c'est qui l'a dit? Vous êtes très loyal. C'est à vous, Cécile. Qui c'est qui l'a dit? Macron a fait le discours de politique générale de Gabriel Attal. C'est peu respectueux. À 2 points. Et c'était ce matin sur Sud Radio, Thomas. Ah, je sais. Eh bien, Marine Tondelier. Bonne réponse de Thomas. 2 points. Bravo. Moi, j'en ai marre. Il est bien, ce petit Thomas. C'est Thomas me prend mes points. C'est qui l'a dit? Il me prend mes points. Je veux saluer le ralliement de Rachida Dati à la majorité présidentielle. Il y aura un choix des militants au début de l'année 2025 pour désigner notre tête de liste. Thomas. C'est un député et président de groupe parlementaire. Ouais, je sais moi aussi. Sylvain Maillard. Non. Sylvain Maillard. Oui, mais l'auditeur, tu me le comptes à moi. Faut pas exagérer. On n'entend pas si. Non, il l'a pas dit. Thomas, vous avez dit quoi? Non, il l'avait pas dit. Sylvain Maillard. Non, donc c'est Maillard. Je ne l'avais pas dit. Les policiers sont honnêtes. Moi, oui, mais c'est vrai. Les François a volé la priorité à l'auditeur. La dernière, attention, taisez-vous. Qui c'est qui l'a dit? Ça vaut 3 points. Allez, 3 points. Sur les propositions de Macron, on se croirait en 1918.
Thomas. Alors, c'est pas un homme politique. Ni une femme politique. Ni une femme politique, non. On se croirait en 1918, oui. Ouais, c'est une femme. J'ai éclaté de rire quand je l'ai lu. C'est une femme. Vous n'avez pas d'autre indice là parce que du coup, c'est une femme syndicaliste. Syndicaliste. Ah ben c'est... non, vous n'avez pas le point. Mais vous avez fait signe qu'il fallait gagner. Je vous ai fait signe de vous taire. Vous avez fait un grand geste. Sophie Binet. Non. Allez. Eh bien, le gagnant est Sébastien Ménard, 3 points. Devant Françoise Devoix et Thomas, 2 fois. Et Bilger, 1 point. Ils sont incroyables. Mais il vient d'avoir 3 points, lui. Non. Allez, Thomas, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Et les amis, et regardez, vous entendez cette musique. Si ça, c'est pas la musique de l'amour, la musique du bonheur, la musique de voilà, la mélodie avec du nous, bonheur. Guylaine, qui nous appelle d'Agen. Bonjour Guylaine. Bonjour. Comment ça va? Eh bien écoutez, ça va très très bien. Parce que je m'attendais même pas à gagner ce soir. Et bien vous avez gagné. Oui, ça va très très bien. Eh bien, Ghislaine, écoutez bien ce que vous avez gagné. Vous avez gagné un séjour d'une valeur de 1 200 € dans un club bel en bras, niché dans les plus beaux endroits de France. Vous allez pouvoir choisir avec qui vous allez partir. 4 personnes, montagne, mer et campagne. C'est pour vous, ces cadeaux. Ça nous fait tellement plaisir. Eh bien merci à Sud Radio, franchement. Vous êtes une super radio, franchement. J'adore vous écouter, j'adore les vraies voix, j'adore écouter Brigitte Lahaye, Alexandre Donovan, j'adore toutes vos émissions, franchement. C'est une super radio, sans langue de bois, vraiment. Merci beaucoup et bravo. On vous embrasse. Et on vous souhaite une très belle année, Ghislaine. On vous embrasse, on revient dans un instant. Merci. Et franchement, vous avez aussi un accueil, c'est Aude, je crois, c'est ça? Oui. Qui vraiment, ils sont on applaudit Aude. Bravo Aude, bravo. Voilà. Allez, à tout de suite. Elle a bon goût. Sud Radio. Et vous restez avec nous dans un instant avec Félix Mathieu. On parle de quoi avec vous? Vous avez la parole. Eh bien, on va partir sur une jolie histoire ce soir. Spectaculaire en tout cas. Je vous emmène dans le ciel, figurez-vous, plus précisément dans le ciel du sud-ouest de la France, puisqu'avant-hier, à 7h46 très précisément, beaucoup ont aperçu, tenez-vous bien, une boule de feu très lumineuse qui allait très vite dans le ciel. Beaucoup d'Espagnols l'ont aperçu, mais aussi côté français, des habitants notamment des Pyrénées. Bonsoir Carl Antier. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, géophysicien et collaborateur du programme Vigiciel. Alors vous avez lancé un appel à témoins et vous avez eu beaucoup de retours ces dernières heures. Oui, effectivement, le bruit est apparu hier matin à 7h46, comme vous avez dit, et donc il a été observé par les gens qui n'ont pas forcément eu le réflexe d'envoyer des rapports d'observation. Donc on a fait un appel à témoins via Facebook et les réseaux sociaux et via le site internet de Vigiciel, et on a eu une flopée de rapports puisqu'on est passé d'une dizaine de témoignages hier matin à quasiment 500 ce soir. Donc c'était un véritable succès. Ah oui. Mais alors du coup, c'était quoi? Oui. Bonne question. Alors en fait, c'était une étoile filante. En fait, les gens ont l'habitude de parler d'étoiles filantes. Le terme scientifique, c'est météore. Sauf que quand vous dites boule de feu, c'est intéressant, c'est que le terme anglais pour désigner, c'est fireball. Donc c'est vraiment le même terme, boule de feu. Sauf que nous, en français, comme on n'aime pas faire comme les Anglais, on parle de bolide. Et un bolide, en fait, c'est une étoile filante très brillante. Donc ce qu'ont vu les témoins hier matin, c'est, entre guillemets, simplement une étoile filante très brillante. C'est hyper impressionnant. Celui-là, il n'était pas aussi brillant que la pleine lune, mais il n'était pas très loin de la luminosité de la pleine lune. Et surtout, ça va très vite. Donc c'est un phénomène qu'on n'est pas habitué à voir et qui est très impressionnant. Mais c'était une grosse étoile filante brillante. Et d'ailleurs, vous allez lui donner un nom parce que Philippe Bilger vous le suggère, c'est Attal Gabriel. J'allais dire notre ami Philippe David. Une étoile très brillante et filante. Non, l'étoile Gabriel, étoile et filante, ça c'est sûr, elle a filé très vite. Mais ils sont idiots, mais c'est pas possible. C'est malheureux d'entendre ça. Ouais, excusez-nous, Carl. Non, malheureusement, il n'aura pas de nom. Et qu'est-ce qui fait que la brillance, en fait, c'est quoi? C'est le fait d'arriver dans l'atmosphère et elle brûle, en fait. En fait, il brûle pas vraiment. En fait, il y a deux paramètres qui vont faire qu'il va être brillant ou pas brillant. Le premier, c'est la taille. Oui. La première, les étoiles filantes qu'on voit en temps normal, qu'on va observer l'été, en août ou n'importe quand dans l'année, parce qu'il y en a toute l'année, généralement c'est des poussières, c'est vraiment c'est tout petit, c'est la taille du millimètre, voire en dessous du millimètre. Là, l'objet, on estime qu'il faisait à peu près la taille d'une pomme. Ah oui. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même plus gros que les étoiles filantes classiques. Et le deuxième aspect, c'est la vitesse. Donc il y a la taille et la vitesse. La vitesse, c'est que celui-là, il a été estimé à 32 km par seconde. Ça fait 115 000 km/h.
Pas mal. oui. Pas mal, ouais. Ça, c'est à peu près, c'est Ménibus au volant de sa caisse. Vous l'avez jamais croisé quand elle fait Sud Radio chez elle? Voyez pas. Ah, Ménibus vient de passer. Et vous cherchez quoi avec ces appels à témoignages? Oh, c'est vous espérez génial. pas la retrouver, cette météorite ou ce qu'il en reste, ou les débris? Qu'est-ce que vous cherchez en lançant un appel à témoignage? Eh ben, alors, nous, on a des caméras. Il y a un programme qui est national et qui commence à être européen, international, qui s'appelle Fripon, qui a en fait, sur toute la France, il y a une centaine de caméras qui sont dispersées et qui permettent d'observer justement ces météores. Sauf que, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance. Il y a des étoiles filantes qu'on lui en plein jour. Là, celle-là, elle était le matin, donc on était à la limite jour-nuit. C'était vraiment l'aube, donc des fois, les caméras, elles détectent pas aussi bien le matin. Donc nous, on a besoin des témoignages des gens pour reconstruire la trajectoire de l'objet. Ah, c'est et super. ça peut nous permettre, alors déjà, de savoir si potentiellement il y a des météorites au bout ou pas. Parce que si c'est trop petit, si c'est pas assez lumineux, on sait qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait des météorites au bout. Et si jamais on estime qu'il y a des météorites possibles, alors de savoir à peu près où elles sont tombées. J'ai une question, une dernière question, parce que c'est l'angoisse des Gaulois du ciel qui nous tombe sur la tête. Là, c'est tout à fait charmant, la taille d'une pomme, 115 km/h. On a tous en tête le météore ou la météorite qui a fait disparaître les dinosaures en 3 secondes, montre en main. Donc, est-ce que on a ce danger-là encore d'être percuté un jour par un objet céleste très fort? Alors, le danger, il a eu lieu il y a 1 an, quasiment, presque jour pour jour. En février 2023, il y a un petit astéroïde qui a été découvert et qui est arrivé en Normandie. On a même découvert les météorites. Alors, c'est pas un danger énorme parce qu'il y a personne en dessous, les probabilités sont ultra faibles. Après, alors les dinosaures, ça a pris un peu plus que 3 secondes pour les faire disparaître. Bien sûr, bien sûr. Mais toujours est-il que ce risque-là, aujourd'hui, on essaie de le maîtriser en observant justement les astéroïdes et les comètes et en essayant de découvrir le maximum d'objets géocroiseurs, ceux qui croisent la Terre, pour anticiper les choses. Merci beaucoup, Karl Antier. Vous étiez passionnant, géophysicien et collaborateur au programme Vigiciel. Ça me donne envie de faire une émission, ça. Ah oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Emmanuel Macron a donné son programme pour l'école avant-hier et on peut dire que cela peut être utile, y compris pour la classe politique, tant en son sein, les comportements peuvent ressembler aux comportements des enfants dans une cour de récréation de CM1, CM2. Les 2 derniers garnements pris par la patrouille sont Rachida Dati et Olivier Marleix, qui aurait pu prendre 2 heures de colle à mon époque, mais mieux vaut en rire. Hier matin, Rachida Dati affirmait pour commenter son exclusion de LR par Éric Ciotti le jour de sa nomination: je suis toujours au LR et je lui ai dit, j'attends toujours mon OQTF des LR, obligation de quitter le territoire français. Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, lui a répondu hier après-midi, si elle veut jouer à ça, on lui enverra un huissier s'il faut pour lui signifier. Bref, comme disait un célèbre commentateur de football, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Alors remettons les choses au carré, et comme Rachida Dati a une obligation de quitter les LR, il ne s'agit pas d'une OQTF, mais d'une OQLR, une obligation de quitter les Républicains. On imagine d'ailleurs, vu l'ambiance qui règne entre les 2 partis, que les ralliés à Renaissance pourraient, dans une ambiance cour de récréation, chanter lors de chaque nouveau ralliement « OQLR, OQLR, OQ ». Mieux vaut en rire. D'ailleurs, comme disait Coluche, j'arrêterai de faire de la politique quand les politiciens arrêteront de nous faire rire. Non, mais c'est vrai. Excellent. C'est excellent, c'est vrai. Mais c'est vrai que la politique patauge dans le ridicule depuis quelque temps. Et nous avions un président. On a le temps là? Non. Excusez-moi. Mais depuis que Gabriel est là, ça va vraiment relever le niveau, Philippe. Tout va trop vite. Les amis, partez du principe qu'avec vous, on n'a jamais le temps. C'est ça le problème. Allez, on en parle dans quelques instants. Le tour de table de l'actu. Philippe Bilger, avec vous. Achevé Sartre. Et avec vous, Françoise Emmanuel Macron à Davos. Eh bien, je vais resserrer l'assurance chômage. Sympa, merci. Sébastien Ménard. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille et la neige, ça glisse. Et ben voilà, on en parle dans un instant. Ça va le haut. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Être aussi intelligent Chers amis, que toi, c'est pas possible. on est ravis de vous accueillir comme tous les jours. Cécile, au 0826 300 300. Qu'est-ce qu'il y a, François? J'ai un sujet sur Philippe Bilger. Comment peut-il être aussi intelligent et subtil et être totalement énamouré de Gabriel Macron, je vais dire de Gabriel Attal. Excusez-moi, vous me permettez de citer Gérard de Nerval. Oui. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous êtes chiant, ces chiens. On y va? À ma connaissance, ça n'était pas Gérard de Nerval. Ah. C'était qui? C'est Gabriel Attal.
Mais non, mais c'est pas Gérard de Nerval. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais non, Gérard de Nerval, c'est pas du tout la poésie. C'est je suis le veuf. Je suis le veuf. Bon, on va retrouver. On verra. Écoutez, est-ce qu'on peut reprendre le cours de cette émission? Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas parce qu'on a 2-3 trucs sur le. Ça vous dérange pas qu'on fasse l'émission? Non. Ah bon, d'accord. C'est bien de me le dire. Merci beaucoup. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je pilote. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe, c'était Blaise Pascal, a priori. Eh bien, écoutez, mon cher Philippe Bilger, votre coup de cœur pour un livre, Achever Sartre. Oui, je suis au regret de quitter le sujet exceptionnel qu'est Gabriel Attal. Mais j'ai lu hier un livre que je vous recommande et qui va en tout cas nous réconcilier. D'ailleurs, nous ne sommes pas brouillés, mais c'est un grand livre qui, en réalité, projette un éclairage très intéressant sur la rencontre Sartre-Béni Lévy. À l'époque, on avait beaucoup reproché, paraît-il, à Béni Lévy d'avoir mis Sartre dans une sorte de messianisme judaïque, et il y avait eu des polémiques très graves, notamment Simone de Beauvoir avait vraiment sévèrement reproché à Béni Lévy d'avoir en quelque sorte manipulé Jean-Paul Sartre. Et ce livre est très intéressant parce qu'il cherche à démontrer, et parfois il y parvient, exactement l'inverse. Il montre à quel point Jean-Paul Sartre, de manière très insidieuse, évidemment brillante compte tenu de son génie intellectuel, a ramené doucement Béni Lévy dans la voie du judaïsme qu'il avait quitté et dans la passion d'Israël qu'il avait abandonné. Et outre cela, on voit des choses très passionnantes. Moi, j'ai beaucoup été intéressé à l'époque, littérairement, entendons-nous, par la gauche prolétarienne et par Israël et les Palestiniens. C'est remarquablement décrit et on voit ce compagnonnage de très haut niveau entre un Sartre qui est lui-même éberlué par la puissance intellectuelle d'un Béni Lévy qui a la bagatelle de 40 ans de moins, et Béni Lévy qui tient la dragée haute à Sartre. C'est remarquable comme livre. Ouais, moi je fais pas partie des adorateurs de Sartre justement, et par contre je fais partie des adoratrices de Béni Lévy, et je vais lire ce livre parce que je ne le connaissais pas. C'est très intéressant, et Béni Lévy c'est le maoïsme, hein. Et la réalité, si vous voulez, c'est que sur la question palestinienne, les Mao ont renoncé à la, comment dirais-je, à ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec le reste du trotskisme, qui considère que toute lutte armée, quelle qu'elle soit, peut être soutenue à partir du moment où elle combat le grand Satan américain. C'est exactement ce qui se passe avec l'extrême gauche française. Les Mao ne sont jamais tombés là-dedans. Les Mao, à un moment donné, ne sont jamais partis dans Brigade Rouge, Action Directe. Donc c'est passionnant qu'un homme de droite comme vous, finalement, revisite l'histoire intellectuelle de la gauche. Moi, je dis bravo. Et Sartre aveuglé complètement par Roménie, notamment. Donc vraiment, c'est très intéressant. Je vais lire ce livre. Lisez-le. Merci. Mais j'ai une passion pour Béni Lévy. Votre avis? Absolument. J'ai envie de dire bienvenue sur Sud Culture. L'histoire des idées, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait. ça, c'est le miracle Gabriel Attal. C'est-à-dire que on a Philippe Bilger qui a quand même l'habitude de nous emmener plutôt, je dirais, du côté droit. Voilà, on va du côté droit et parfois et plutôt avec talent, bon goût et la manière. Et là, vous allez nous citer des références plutôt de gauche, voire très de gauche. Très à gauche, voilà. Ça, quand même. Et donc j'aimerais moi maintenant avoir votre fiche de lecture. Ça, voilà. En fait, Sébastien, depuis toujours, j'ai été passionné par cette gauche-là. Oui, littérairement. Parce qu'elle est très puissante. Parce qu'elle a inventé le monde. Elle a révolutionné le monde. Elle a donné en tout cas une vision du monde avec laquelle on n'est pas d'accord. Dont d'ailleurs on ne sort pas. Mais comme on peut être
être passionné. Moi, je suis. Et puis ils prennent l'intelligence au sérieux. En tant que femme de gauche, je suis passionné par Raymond Aron, qui est quand même le summum absolu de la philosophie et de la philosophie politique de droite. De la rationalité. C'est exceptionnel. Donc cette époque-là, en fait, elle est exceptionnelle. En réalité, c'est une époque. Tous les gens qui nous écoutent vous devriez vous plonger comme ça. Plus il y a de complexité, plus c'est simple de lutter contre les idées simples et les punchlines de ce gouvernement, et notamment de Gabriel Attal, qui ne connaît rien à rien. Vous lui dites Benny Lévy, vous lui dites Benny Lévy, il dit mais dans quel club il joue? C'est sur sa table de chevet, ça lui a été offert par Philippe Bilger. C'est ça. Allez, c'est connaît sa table de chevet. Et la semaine prochaine, donc ça sera une spéciale Emmanuel Lévinas avec Philippe Bilger. Moi j'adore. Je l'ai découvert à partir de Finkielkraut récemment. C'est du très haut niveau. Évidemment. Très haut niveau. Bon les amis, on y va. On va redescendre un peu. S'il vous plaît. Non mais on va aller sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Le feu ça brûle, l'eau ça mouille et la neige ça glisse. Bah oui. Moi en fait je suis un peu atterré par tout ce qu'on a pu à la fois lire dans les journaux, à la fois écouter ou voir sur les chaînes info. C'est-à-dire qu'on redécouvre qu'en hiver, les températures baissent, qu'il fait froid, qu'il peut neiger, et que quand il neige, évidemment, dans un pays sous-civilisé comme le nôtre, techniquement parlant, c'est la pagaille sur les routes. Voilà. Donc c'est un petit coup de gueule que je voulais passer. Oui, en hiver, il fait froid. Oui, en hiver, il y a de la neige. Il y a des états grippaux qui se développent. Vous m'avez vu avec mes paquets de mouchoirs. Là, j'ai dû en éclater 3 depuis le début de l'émission. Et oui, il faut se couvrir. Et oui, il faut faire attention. Et oui, il faut évidemment aussi encourager, parce que je le fais à chaque instant, l'ensemble des gens qui veillent sur notre sécurité, de celles et ceux qui, dans ma commune, sont venus s'aller. Et on n'avait pas trop de problèmes à Biarritz parce qu'il faisait 16 degrés hier et 20 degrés hier soir. Voilà, non, mais j'étais à Paris. Mais j'ai vu des agents, notamment à Paris, qui ont travaillé toute la nuit pour permettre aux rues d'être à peu près praticables. Elles l'étaient pas, mais en tout cas à peu près praticables. Voilà, donc effectivement, la banalité, c'est le feu ça brûle, l'eau ça mouille et la neige ça glisse. Alors moi j'ai croisé quelqu'un ce matin dans la rue qui avait dit, vous vous rendez compte, hier ils ont dit aux informations qu'il allait neiger, et ben il neige. C'était Rémi André qui est très bon. Bonjour madame, merci beaucoup. Mais c'est insupportable quand vous voyez la liste, puisqu'on prend souvent le RER, etc. Vous voyez la liste des pannes sur réseau, etc. Ce pays, c'est incroyable comment ce pays ne résiste pas à des trop fortes températures. Les TGV annulés parce qu'il fait trop chaud et les RER annulés parce qu'il fait trop froid. Oui, c'est dingue. C'est pas possible. Comment on peut être ce grand pays, la France, et être aussi fragile par rapport aux événements ce matin? Je peux me taire, si vous vous rendez compte que les chauffeurs de taxi annulaient les commandes, et les bus ne circulaient pas, mais on est chez les barjots quand même. Oui, mais j'ai un mot. Que fait Gabriel Attal, Philippe? Sérieusement, là vous avez énoncé des évidences, vous avez totalement raison. Ça veut dire que vous ne croyez pas au dérèglement, à ces choses-là Si, bien sûr. Mais je crois au dérèglement climatique. On peut pas. Mais vous pointez le manque d'anticipation. Voilà, et puis surtout l'excès de zèle, pardonnez-moi, journalistique, qui consiste à en faire des caisses, à en faire des tonnes, c'est renvoyer des journalistes, on va faire Paris-Lille, enfin tout ça est ridicule. Tout ça est ridicule. Moi j'en ai assez d'envoyer des journalistes sur des inondations et qu'ils aillent en botte, et ils sont sur les inondations en botte. Je trouve ça tellement ridicule. Ouais, en même temps, moi je l'ai fait, les grandes inondations, les grands feux d'Aix-en-Provence, etc. C'est vrai que c'est pour la radio, mais quand vous êtes en situation, de toute façon, en botte avec l'eau et puis surtout mesdames, en boucle. Oui, bien sûr. Après, vous ne racontez pas les gens. Allez. Mais vous racontez pas les choses de la même manière quand vous êtes en situation, sérieusement. Allez, on revient dans un instant. Ils sont formidables. Le tour de table de l'actu avec vous, Françoise. On parlera de quoi? On va à Davos, parce qu'avant la Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron était à Davos avec un grand discours social sur l'assurance chômage. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant, les Vraies Voix Sud Radio. Merci de votre fidélité. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour nous accompagner aujourd'hui, vous les connaissez bien, Philippe Bilger est avec nous. Ça va toujours, mon Philippe? Plus que jamais. On approche de la fin. En même temps, on a franchi le cap du jeu où malheureusement
malheureusement, j'ai perdu parce que et on se parle toujours, c'est plutôt bon signe. On va se battre après. Oui, c'est ça. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. En attendant, le tour de table de l'actu, Françoise, le retour à Davos. Emmanuel Macron a parlé d'un sujet assez étonnant. Oui, d'un sujet très anxiogène en réalité. Déjà, on avait noté lors de sa conférence de presse que toute la jambe sociale, si tant est qu'il n'y ait jamais eu une jambe sociale dans le macronisme, à part pour se faire élire en 2017 par la gauche, avait complètement disparu. Il n'y a pas une seule fois le mot pauvreté, justice sociale, redistribution qui a été prononcé dans cette conférence de presse. On a vu cette barre à droite toute également sur le plan idéologique. Mais là, à Davos, j'ai été assez sidéré. Avec un air extrêmement sûr de lui. Nous allons faciliter les embauches et nous allons surtout durcir encore les règles d'assurance chômage. Mais qu'est-ce qu'on peut durcir de plus? C'est ce que je veux dire par là, cette espèce de chimère du plein emploi. Ce mythe du plein emploi nous emmène dans le mur. Cameron l'a pratiqué en Grande-Bretagne. Ça donne 20 ans après des gens qui ont été obligés d'aller chercher n'importe quel boulot parce que de toute façon c'était ça où ils n'avaient plus rien à bouffer. Ça donne 20 ans après de la précarité parce que les cotisations sociales ne suivent pas sur les retraites. Les lois Hartz de Gerhard Schröder, ce tournant épouvantable de la social-démocratie européenne, ça ne marche pas. Regardez l'état de l'Allemagne aujourd'hui. C'est aussi un des résultats. Bien sûr, il y a les problèmes avec l'Ukraine, avec la Chine, etc. Mais l'Allemagne, un des résultats, c'est cette chimère d'afficher des chiffres de plein emploi. Emmanuel Macron, c'est odieux. Je ne sais pas comment vous dire. Il joue, en fait. Il s'amuse. L'assurance chômage, vous allez encore réduire des droits, parce que ce sont des droits qui ont été payés généralement par les salariés. Pas généralement, qui sont payés par les salariés. Qui sont payés par les salariés. Vous allez réduire des droits à des gens au prétexte que vous continuez d'envoyer ce message dégueulasse que les chômeurs seraient des feignasses. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça a le sens d'Emmanuel Macron, c'est pour plaire à la droite. Sa seule obsession, c'est de pas prendre 10 points face au Rassemblement national, mais avec ce genre de discours. Vous savez ce que vous faites avec ce genre de discours? Eh bien, vous continuez de nourrir le Rassemblement national et les classes populaires qui votent pour le Rassemblement national. Philippe Bilger. François, je ne suis pas un spécialiste du social comme vous, mais de l'extérieur, j'avais le sentiment d'un projet très cohérent. Ça me paraissait juste, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? En parler à Davos, c'est peut-être pas le bon endroit. Qui réunit tous les milliardaires de la planète ou presque. C'est toujours les mêmes problèmes qu'Emmanuel Macron. C'est pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce qu'il veut qu'on continue à parler de lui? Mais Macron, il a aussi un problème, et ça, je vais laisser parler Sébastien. Macron, il a aussi un problème narcissique. Non, mais il a un problème narcissique. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il a un Premier ministre qui est plus populaire et très largement plus populaire que lui. Qu'est-ce qu'il va laisser déjà à Gabriel Attal pour son discours de politique générale? Il faut qu'il existe cette obsession maladive d'être au centre de tout par rapport à Davos me fait peur. Enfin, je le trouve effrayant, en fait, cet homme. Sébastien Ménard. Alors, obsession maladive, je sais pas. En tout cas, les Français demandent au président de la République d'être sur le pont. Voilà, d'être plus proche de leurs préoccupations, de partager tout ou partie de leurs problèmes quotidiens et d'apprécier leur quotidienneté. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait en nommant Gabriel Attal, c'est ce qu'il fait en parlant du marché du travail, c'est ce qu'il fait aussi en parlant des sujets tabous. Voilà, c'est effectivement un sujet tabou. L'immigration, c'est un sujet tabou. Les perfusions sociales dont un certain nombre de nos concitoyens ont besoin, et il en faut, et c'est normal. C'est aussi un sujet tabou. Vous vous rendez compte de parler de perfusion sociale, mais c'est délirant. Mais ce n'est pas une injure que de dire. Mais absolument pas. Bah bien sûr absolument que si, pas. Une perfusion, c'est une injure. C'est-à-dire que vous avez des gens. Mais vous prenez les chômeurs pour des malades. En fait. Mais on prend pas les gens pour des malades. Non, mais je dis ce que je pense vraiment. Il y a des gens qui ont besoin d'être aidés par la force publique. Il est normal que l'État soit au soutien de toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Non, mais les gens qui touchent le chômage ont payé pour toucher le chômage. C'est pas quelque chose qui leur est donné par Emmanuel Macron de sa cassette personnelle. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est exactement ce dont il parle. Voilà, il y a aujourd'hui un sentiment. Mais il y a un sentiment en France. Il y a un sentiment en France qui n'est pas qu'un sentiment. Qu'il y a des gens qui sont, et c'est ce qu'il a dit, qui sont finalement trop riches pour être aidés. Mais arrêtez avec ce cinéma des classes moyennes. On dirait on se croirait au café du commerce.
Mais c'est une vérité. Ouais, non, on se croyait, c'est ce qu'on entend sur les marchés. Madame Leroy, mais s'il vous plaît. C'est la fin de la récré, les amis. Allez. On dirait Marlex et Dati. Mais non, mais il n'en pense pas un mot, il est d'accord avec moi. Il pense que c'est débile d'avoir dit ça en plus à Davos, mais il le dira pas. S'il vous plaît. Ça n'est pas fini, vous allez pouvoir continuer à vous engueuler. Sachez que dans sa conférence de presse, écoutez bien, Emmanuel Macron a annoncé que le mérite deviendrait un des principaux critères de rémunération des agents publics. Et avec cette question, Philippe, faut-il rémunérer les fonctionnaires au mérite? Oui, alors parlons vrai, le mérite est-il le meilleur critère pour augmenter les fonctionnaires? Est-ce que le mérite, c'est pas déjà inclus dans leur traitement? Et puis d'ailleurs, qui va juger du mérite de chacun? Faut-il rémunérer les fonctionnaires au mérite? Vous dites oui à 64% sur Twitter. On attend vos réactions au 0826 300 300. Et nous avons une invitée, Céline Verzeletti, qui est avec nous, secrétaire confédérale de la CGT et co-secrétaire générale de l'Union fédérale des syndicats de l'État. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Petite question avant de partir en pub. Le mérite est-il une notion subjective selon vous? Oui, tout à fait. En tout cas, le contraire d'objectif, oui, c'est bien subjectif, en effet. Et on développera tout à l'heure, juste après cette petite pause. Allez, restez avec nous. C'est les Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300. On y va tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il en va de même pour nos fonctionnaires, pour lesquels le principal critère d'avancement et de rémunération devra être, à côté de l'ancienneté, également le mérite. Une rémunération au mérite plus qu'une rémunération sur l'ancienneté, c'est un changement de paradigme qui est gigantesque. À chaque fois qu'il y a inefficacité, c'est en général moins de moyens. Le statut du fonctionnaire, l'égalité devant un agent de la fonction publique, c'est aussi le statut du fonctionnaire et l'égalité de rémunération. Et le chef de l'État donc a expliqué mardi soir vouloir faire du mérite un des critères principaux d'avancement des fonctionnaires. Une annonce qui provoque bien entendu la colère des syndicats, une pilule qui aura donc probablement du mal à passer auprès des représentants. Alors parlons vrai, le mérite est-il le meilleur critère pour augmenter les fonctionnaires? Est-ce que le mérite n'est pas déjà inclus dans leur traitement? Qui va juger du mérite de chacun? Faut-il rémunérer les fonctionnaires au mérite? Vous dites oui à 64% sur Twitter. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée, Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT, co-secrétaire générale de l'Union fédérale des syndicats de l'État. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, le mérite. Vous avez 4 heures. Ah oui, mais vous qui avez été fonctionnaire. Quand on sort le mérite, je sors moi-même mon adhésion immédiate. Alors, entendons-nous, j'ai une expérience très pragmatique, peut-être discutable, dans l'univers judiciaire. Combien de fois j'ai trouvé qu'il était anormal que le mérite n'ait pas une place considérable dans l'évaluation professionnelle et les salaires des magistrats. Parce que très souvent, on pourrait me retourner le compliment, entendons-nous. Certains volontiers le feraient. Mais je pense qu'il y a une sorte d'irresponsabilité parfois de la fonction publique qui ne donne pas tout leur dû aux meilleurs et concède des avantages aux moins bons à cause d'une sacro-sainte conception de l'égalité. Et le mérite, à mon avis, permettrait de la corriger, de l'amender, mais avec la réserve qui a été excellemment exprimée là, elle est fondamentale. Il faut que les juges et les sélectionneurs eux-mêmes soient totalement légitimes. Et ça demande du temps pour créer des instances qui décréteraient à juste titre le mérite. Mais j'y crois profondément. Françoise Degois. Je ne crois pas du tout. Je crois au mérite républicain, au parcours de la méritocratie, mais le mérite chez les fonctionnaires. Vous parlez de votre cas, Philippe, mais vous êtes un haut fonctionnaire. Quand on est avocat général, on est un haut fonctionnaire. On est au niveau d'un directeur général des services. Non, mais vous savez, c'est la même petite musique qui va avec l'assurance chômage. En gros, les fonctionnaires, c'est feignasses qui sont payés à rien faire et qu'on va remettre au pas. Parce que c'est ça le discours derrière. J'aurais un président bien intentionné, pas du tout
coup tordu dans sa manière de faire de la politique, je dirais, bon, j'écoute, etc. Mais qui va juger du mérite? Il n'y a rien de plus subjectif que le mérite. Votre petit chef du bureau A, votre N+1, +2 qui vous a dans le pif pendant 30 ans. Moi, je vois très bien comment ça s'est passé. Ça se passe dans des grandes radios de services publics. Pendant des années, il y a eu les paritaires ouvertes. Hein, et là, tout le monde était augmenté parce que les journalistes, on peut dire ce qu'on veut, mais bossaient énormément. Et puis, d'un seul coup, il n'y a plus de paritaire ouverte, c'est au mérite. Et le mérite, vous créez, comment dirais-je, les conditions de mise à l'écart d'un certain nombre de gens, de mise à l'écart des fortes têtes, et vous dérégulez complètement la fonction publique, mais de toute façon, c'est ce qu'il veut, parce que lui, il considère que tout doit être rentable, y compris les services publics. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, Philippe, mais je suis aussi d'accord avec Françoise. Parce que moi aussi, j'ai été dans la... C'est le en même temps. Oui, désolé. Mais j'ai été dans la fonction publique, je suis élu local depuis 20 ans, je sais effectivement comment ça fonctionne. Le mérite, c'est bien. Valoriser le mérite, c'est pas mal, c'est une belle idée. Mais ça peut être, comme le dit Françoise, avec excès, c'est ce qui la caractérise. Non, ça peut être aussi biaisé. Voilà, ça peut être biaisé parce que évidemment, on va plutôt avoir tendance à récompenser quelqu'un qui pense comme nous, quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui vote pour nous. Voilà, c'est ça là, c'est les limites quelque part. Elles sont énormes. Oui, c'est les limites de la subjectivité dont on est quelque part tous, en tout cas, comptables et habités. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas non plus laisser, je dirais, des espèces d'organisation interne à la fonction publique, valoriser les uns qui sont parfois pas méritants, qui sont parfois uniquement parce qu'ils sont, et je vais mettre les pieds dans le plat, bien syndiqués au bon endroit, etc., etc. Et qui voient, oui, ça s'appelle, c'est les prébendes, c'est le copinage, c'est les passe-droits, c'est tout ça. Et ça permet, et évidemment, la notion de mérite permettra aussi pour des gens, des agents totalement anonymes, qui ne sont pas connectés, qui ne connaissent absolument personne, mais qui se dépassent, qui se battent. Ça n'arrivera jamais. Allez. On va laisser la parole à Céline Verzelletti, qui est avec nous, secrétaire confédérale de la CGT. J'imagine ce qui vous déplaît, mais c'est bien de nous le redire. Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette proposition d'Emmanuel Macron? Plusieurs choses, beaucoup de choses. Mais bon, je vais essayer d'être claire et concise, mais d'une part, je pense que cette question de mérite, c'est pas nouveau, et je dirais il y a déjà une part au mérite dans la rémunération et aussi dans l'avancement. D'ailleurs, il y a des listes d'aptitudes, c'est pas que l'ancienneté, c'est aussi le chef d'établissement qui donne son avis, et en fonction, ça veut dire que vous avez en effet des agents qui ont un déroulé de carrière qui est fulgurant, et d'autres qui piétinent, et on a vu, et il y a déjà des études qui disent que souvent, il y a quand même des agents qui sont beaucoup plus discriminés que d'autres, et c'est bien de la discrimination. Bon, ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, donc ça ouvre à tout, et c'est très subjectif, en effet, puisque c'est votre chef de service qui, à un moment donné, va vous évaluer. Donc, on sait très bien le lien qu'il y a entre un chef de service et un agent, un lien de subordination, et en fonction de comment ça se passe dans le service, vous serez plus ou moins bien noté, mais ça sera rarement objectif. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça ne répond pas aux besoins actuels, parce que moi, je pense que quand on propose des mesures et qu'on est président de la République, il faut que les mesures elles répondent à des besoins. Et Emmanuel Macron, il a l'air de proposer des mesures qui ne répondent absolument pas aux besoins. Et d'ailleurs, moi, si je devais rémunérer Emmanuel Macron, par exemple, même si je suis contre la rémunération mérite, eh bien, je lui enlèverais sa rémunération, parce que je trouve justement que pour le coup, mais c'est complètement subjectif. Moi, je trouve qu'il assume pas bien son rôle de président, mais je pense que d'autres sur le plateau le rémunéreraient peut-être plus. Quoi qu'il en soit. Non, moi je lui sucre son salaire aussi. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il y a un problème d'attractivité, par exemple, la fonction publique. Ça, tout le monde le dit. C'est un constat, un diagnostic partagé. Comment on fait? Est-ce que donner une rémunération, une part plus importante au mérite à la rémunération, ça va régler ce problème d'attractivité? Non, puisque il y a déjà eu des mesures qui ont existé d'ailleurs dans l'avancement autre que celles qui existent aujourd'hui. On écourte la durée des échelons pour certains en fonction justement du mérite. On a enlevé ces mesures il y a quelques années parce que finalement ça répondait à rien et justement ça crée plus de problèmes que ça n'a résolvé. Donc l'attractivité c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui
Par contre, les agents et agentes ne sont pas rémunérés suffisamment et à hauteur de leur qualification. Parce qu'au départ, quand même, on passe des concours pour être fonctionnaire et c'est en fonction aussi. Donc, il faut avoir ce concours. Donc, il y a c'est objectif, un concours. Il y a des épreuves, tout le monde les passe, tout le monde les mène, mais avec un niveau de qualification. Et ces qualifications, il faut qu'elles soient reconnues. Elles peuvent être reconnues de différentes façons, mais au moins aussi par rapport, le salaire est une reconnaissance des qualifications. Vous savez qu'aujourd'hui, un fonctionnaire qui a fait des études supérieures, pourtant, et qui a fait plusieurs années d'études après le bac, peut commencer sa carrière au SMIC. Oui. Moi, je trouve que déjà, ça, en soi, c'est un problème. Et ça crée un manque d'attractivité, parce que cette personne-là, elle sait que d'une part, elle sera mal payée, d'autre part, elle aura des conditions très dégradées, et si elle trouve à peu près au même niveau de qualification, elle trouvera un emploi dans le privé mieux rémunéré. Donc ça, il y a un sujet. C'est pas avec quelques primes au mérite ou je ne sais quoi qu'il va régler cette problématique-là. Moi, j'aurais une suggestion à faire parce que sur le mérite, de toute façon, la machine a l'air d'être lancée. Je suis absolument d'accord avec tout ce que dit Céline Verzelletti. Notamment sur le manque d'attractivité. C'est délirant quand vous êtes agrégé, que vous commencez comme jeune professeur. Le salaire que vous avez, c'est 1200, 1300 euros. Qui veut devenir professeur? Il faut une passion. Après des années d'études. Quand vous avez la Greg, imaginez. Donc, ou même le CAPES. Donc, c'est des années et des années. Moi, je dirais, est-ce qu'on peut pas, si vous voulez continuer sur le mérite, je voudrais savoir ce que les copains autour de la table en pensent, et vous, Céline, est-ce qu'on peut pas introduire ce qui se fait dans le privé, dans les grandes boîtes, c'est-à-dire que l'évaluation, elle se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez l'évaluation. Moi, j'ai toujours adoré cette idée, par exemple, Bologne, première université au monde du monde romain, avec les élèves qui, au 8e siècle, évaluaient leurs professeurs. C'est une excellente idée. Eh bien, faire la même chose. C'est-à-dire que, ok, toi, tu m'évalues mon N+1, mais moi aussi, je t'évalue. Et on échange les évaluations. Et on regarde. Et là, je pense qu'on peut arriver à trouver des critères d'objectivité. Qu'est-ce que vous en pensez, Céline ou les copains? Philippe Bilger, très court. Pardon. Oui. Non, pourquoi pas? Enfin, après, il peut y avoir plusieurs façons de faire, mais après, il faut savoir ce qu'on évalue exactement. Pour le coup, je pense aussi. Je suis d'accord. On évalue quoi dans la fonction publique? Ce n'est pas dans le privé. Est-ce qu'on évalue les services rendus à la population? Parce que moi, je pense que notre première mission, c'est vraiment de répondre aux besoins de la population. Alors, déjà, il faut les identifier, ces besoins. Et c'est pas ce qu'on fait, justement. Aujourd'hui, il y a des besoins qui ont évolué par rapport à il y a 20 ou 30 ans, et ça, on les a pas évalués. Et d'ailleurs, on ne donne pas les moyens aujourd'hui aux agents de la fonction publique de pouvoir remplir ces missions correctement. Moi, je veux bien qu'on me dise que je travaille bien ou mal, mais déjà, quand même, en premier lieu, je veux qu'on me donne les moyens pour remplir les missions, des missions qui, pour le coup, devraient être mises en avant et débattues par aussi les usagers et usagères. Pourquoi on ne met pas non plus autour de la table les usagers et usagères pour dire, voilà, nous on a besoin de ça comme service public, on veut ça, et après on voit comment on les met en place, quels moyens sont nécessaires, quels sont les effectifs nécessaires aussi pour y répondre, et après on peut voir individuellement. Mais déjà collectivement, il y a un problème quand même, je pense. En tout cas, ça se prépare, ça se réfléchit. On a bien compris que faire des annonces sans avoir réfléchi en amont, c'était compliqué. Merci mille fois, Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, secrétaire générale de l'Union fédérale des syndicats de l'État. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise. Vous avez très bien travaillé pour cette belle semaine. C'était un très grand plaisir encore aujourd'hui cette émission. Merci beaucoup Sébastien Ménard et bravo pour cette nouvelle fonction. Merci à vous. Oui, c'est bien. C'est bien. J'aime bien Ménard, il bouge tout le temps et ça c'est bien. Il se remet tout le temps, il prend des risques en permanence, c'est super. Merci les amis. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais bon, je dis ça suivez mon regard. Il n'y a personne à suivre à viser dans cette table. Mais Françoise, on peut parler là non, parce que c'est pas fini. Dans un instant, mais je veux dire, en off. Non, il n'y a pas de problème. Si, parce qu'on est à l'antenne. Allez, heureusement qu'il fait de la radio depuis des années. C'est comme à la maison avec Philippe. Dans un instant, les vraies voix que font rouler la France. Allez, on vous souhaite un moment. On revient dans un instant avec Philippe David. À tout de suite.